un petit focus sur un projet qu'on a sorti en septembre dernier, qui est un projet d'estimation de prix, qui est disponible sur le site Se Loger. Lorsque vous souhaitez savoir combien coûte votre logement, vous pouvez aller sur le site de Se Loger. Et pour conclure, quelques retours d'expérience sur ces 9 mois passés sur Amazon. Donc, historiquement, Se Loger est une vieille boîte avec un data center qui a bien vécu et qui est donc en fin de vie. Côté équipe data, on avait déjà mis un peu les pieds sur Amazon, notamment pour des calculs de recommandations d'annonces aux utilisateurs qui étaient un peu trop gourmands et dont les machines sur le data center étaient trop peu nombreuses pour accélérer les calculs et donner des résultats. Ce qui fait qu'on a commencé à aller sur Amazon. Et, quelques problèmes sur l'ancienne archi. Donc premièrement, contrairement à Amazon, l'infra est up 24/24, ce qui n'est pas forcément très pertinent quand on fait de la data ou on travaille de manière ponctuelle. Niveau hardware, c'était plutôt limité. S'il y avait des pannes, on avait besoin des équipes ops pour remonter les stats. On avait notamment un cluster Cloudera sur ce data center. Donc on avait une vraie dépendance avec l'équipe Ops pour arriver à mettre en place des mises en prod et sortir des nouveaux produits. Et il était difficile, en gros c'était des machines virtuelles, je ne maîtrise pas bien cette taille, j'en parle avec de grosses pincettes. En gros, sortir des nouveaux produits était assez difficile, tout était limité au niveau CPU, RAM, stockage, et je le mets pratiquement à chaque fois, mais à chaque fois on avait besoin d'Ops, donc l'équipe data était vraiment très peu autonome pour faire des nouveaux développements. Donc, au niveau des devs, on n'avait pas d'environnement de dev à proprement parler, ni de prod, ce qui implique des tests difficiles à réaliser, pas d'isolement au niveau des ressources. Et entre les différentes équipes data, notre équipe data est constituée de 3 autres équipes, il n'y avait pas vraiment de cohérence et de cohésion au niveau de développement. Donc, je vous présente un peu notre façon de s'organiser. L'équipe data est donc principalement divisée en 3 équipes. Data.io, Input-Output, qui s'occupe notamment de constituer un data lake, recevoir des données, les nettoyer et les rendre à disposition de l'équipe data active, qui est constituée à la fois de data engineers et de data scientists. Les data engineers utilisent les données du data lake pour constituer des nouveaux datasets pertinents pour les data scientists, qui eux, donc explore les données, essaye de faire des algos, notamment pour l'estimation de prix, des recommandations d'annonces aux utilisateurs. Et on a une équipe qui s'appelle Data Decide ensuite, qui analyse les comportements utilisateurs, qui fait des rapports sur tous les différents métiers de la société. On a beaucoup de B2B, en plus des utilisateurs. Donc il y a beaucoup de rapports à faire. Et cette équipe s'en occupe. Donc, on revient en juin dernier. On n'était pas encore donc, sur le FLAD à proprement parler. On avait la fameuse page blanche et on est parti de zéro. Donc on avait en tête quelques objectifs. En parallèle de cette migration Amazon, on avait une migration sur GitHub à faire au niveau du groupe Access Springer, qui a le nom de code Pugawana. Il fallait trouver aussi une CI/CD pour déployer nos projets sur Amazon, commencer à faire de l'IAC, notamment avec CloudFormation. Alors, la mode à l'époque, il a toujours été Terraform, mais on a choisi CloudFormation. On avait déjà en tête d'optimiser les coûts, notamment en utilisant des demandes à la ressource, en utilisant des spot instances. Donc les spot instances, ce sont les instances EC2 d'Amazon qui sont régies comme un cours boursier où vous pouvez choper les instances les moins chères en fonction des réserves disponibles sur Amazon. En gros, les machines non utilisées sont accessibles à un moindre coût. Et on voulait donc aussi constituer notre data lake sur S3. S3, donc c'est le disque dur illimité d'Amazon. On ne voulait plus manager nous-mêmes nos clusters Hadoop, mais on voulait utiliser le service fourni par Amazon qui s'appelle qui est en gros un Hadoop manager. Et on avait aussi en tête de constituer un nouveau data house en utilisant Redshift, qui est en gros une base Postgre sous stéroïdes. On avait aussi à cœur de ne jamais faire d'AMI, donc les AMI ce sont les images système Linux qui sont démarrés sur vos instances EC2. On voulait utiliser Docker
avec ECS, qui est donc l'orchestrateur Docker d'Amazon, moins branché que Kubernetes, mais on a choisi la simplicité avant tout. Et dernière étape, on voulait aussi builder un environnement de travail commun entre les équipes Data D6, Data Active, Data IO, qui bossent à la fois sur Linux et Windows, pour avoir un outil et un tooling commun, notamment au niveau de la programmation Scala Spark, ou Java, ou Python, et ce genre de choses. Donc, la fameuse page blanche. On avait 3 candidats, GitHub pour notre code, CircleCI pour faire notre intégration continue, et un compte Amazon vierge, sans VPC, sans machine EC2, sans rien. Et on a des projets GitHub dans notre organisation qui s'appellent les bases infra, qui sont en quelque sorte les projets Ops à différents niveaux. Il y a le projet base infra global, qui est responsable de créer les VPC, les machines et les entrées DNS en route 53. Ensuite, Data a son propre base infra, dans laquelle elle va constituer, elle va créer ses clusters ECS, notamment pour servir ses backends. Elle va faire sa stack de Data Rose, son Data Lake, enfin, toutes ces choses-là. Tout est bien cloisonné par équipe. Et donc on clone le projet, on n'a encore rien lancé, c'est un ops, la personne en noir. Et elle va lancer un script qui s'appelle AWS Bootstrap, qui va donc créer le minimum syndical pour pouvoir commencer à bosser sur Amazon, qui est un utilisateur Ops, un utilisateur CI, ça c'est très simple, mais c'est voulu, c'était vraiment pour commencer simplement. Il va créer les critères de base pour pouvoir se connecter aux machines, quelques certificats pour gérer le SSL et gérer les premiers mots de passe. On active quelques bricoles sur CircleCI et donc on est prêt à pouvoir faire de l'intégration continue. Donc ce projet base infra est principalement constitué d'un folder VPC qui va donc contenir des templates de formation pour constituer un VPC qui se veut générique, donc c'est utilisé par l'équipe data mais c'est aussi utilisé par les autres équipes. Donc c'est un set de templates qui est partagé sur S3 pour que les autres équipes puissent l'utiliser dans leur propre projet base infra. Il y a les routes 53, la création des clusters ECS, donc ECS c'est l'orchestrateur Docker, le storage qui est notamment qui est constitué de bases de données, d'Elasticsearch ou de repo S3, et une stack développement qui est en gros les groupes et les credentials qui seront attribués aux différentes personnes des équipes de développement en fonction de leurs attributions. Lorsqu'on pousse sur Git, CircleCI lance automatiquement l'intégration continue, va lancer les tests de lint sur les templates, va s'assurer qu'on n'ait pas fait de fautes diverses et variées, et va déployer ça sur Amazon. Et donc il va exécuter chacune des stacks de formation qui vont vraiment construire une vraie ressource Amazon derrière. Donc il y a un petit moment effet spécial. Bon, en gros c'est aussi simple que ça. Alors c'est pas Terraform, c'est quelque chose de fait maison qui va effectivement builder nos templates lambda pour faire des custom ressources au sein de nos templates de formation, et on va voir donc notre stack Amazon se construire au fur et à mesure. Les entrées route 53 qui vont popper. Donc c'est pas un domaine solo G, c'est un domaine small crew, mais la seule opération manuelle, c'est de faire la délégation de sous-réseau vers un autre réseau, et après tout est automatisé. Alors là je pense que c'est dire des choses que j'ai oubliées. Ah non, c'est déjà dit, donc on va attendre. Donc voilà, des clusters ECS se forment, donc on a notamment CI Tools qui va contenir le serveur Nexus qui nous sert à publier nos librairies et à faire des builds de Java, Python, ce genre de choses. On va aussi créer, donc il est là, il a automatiquement généré un mot de passe dans Secret Manager qui pourra être utilisé par les admins pour après créer les différents rôles pour l'équipe. Le mot de passe ici, ce n'est pas le même, c'est et il va vous montrer qu'il a créé 5 petites instances qui sont donc les bases de nos clusters ECS qui seront prêts donc à recevoir des conteneurs Docker par tout un set de templates qui sera fourni par le reste de nos stacks qu'on verra après. Et il a aussi gentiment créé tout un tas de buckets S3 dans lesquels on trouvera notamment le data lake. Et voilà.
Donc cette présentation avait pour but de démocratiser au sein de toute l'entité enfin, de tout AcceptMailer comment on pouvait démarrer sur Amazon rapidement. C'était ça. Donc ce que a constitué donc cette petite vidéo sous le tapis, c'est cette infrastructure. Donc on a notamment les backends des clusters ECS. Donc les backends vont généralement hoster nos web services. Tools va contenir nos schedulers data, nos programmes d'Alcheck, MLflow, ce genre de choses. CI Tools donc, va contenir notamment Nexus, qui sera ouvert sur Internet de manière sécurisée pour que CircleCI puisse livrer tous nos builds. On a tous nos différents buckets qui vont contenir de data lake, nos artifacts de lead et ce genre de choses. Redshift, Data Warehouse, et aussi donc des petits clusters EMR qui peuvent être popés à n'importe quel moment par les développeurs, puisqu'ils seront à présent accrédités pour démarrer des machines. Les data engineers pourront lancer des clusters EMR pour bosser sur data lake. Les data scientists pourront lancer des machines EC2 avec tout l'outillage de machine learning disponible sur Amazon pour qu'ils puissent travailler de manière confortable en utilisant le data lake, en livrant des modèles sur S3. Et voilà. Tout est en spot fit aussi, notamment pour donc, faire l'optimisation des coûts. Et donc on est accessible. Et donc le data center de Sologer, qui est toujours à Paris, sera autorisé à se connecter à notre VPC, qui est donc en Irlande. Et donc on va pouvoir commencer à bosser avec eux. Et donc si on rezoome sur ce que je vous ai dit, donc c'est un data engineer ici. Il va utiliser un de nos outils qui s'appelle EMRCli, qui sert notamment à démarrer des instances avec des clusters EMR en spot. Et c'est une sorte d'orchestrateur qui peut être aussi utilisé par notre scheduler data. On n'utilise pas Airflow, on est resté simple, on a une cron tab dockerisée, tout simplement. Et on a une sorte de toolkit framework Spark qui sert à faire l'ordonnancement d'une grappe de job. Et donc on n'a pas eu besoin d'utiliser Airflow. Donc généralement, le data engineer récupère le code sur GitHub, build son package, le pousse sur S3, démarre son cluster EMR, il pourra se connecter sur SSH dessus, lancer un tunnel SSH, il pourra faire du VPN, enfin plein de choses qui lui permettront de travailler, valider tous ses jobs, qui seront ensuite committés sur une branche sur GitHub, une PR sera faite, quelqu'un lui validera sa PR, et automatiquement, ces jobs seront promus en prod tous les soirs à 20h. Et à son retour, le matin, il pourra analyser si ses jobs se sont bien passés. Enfin, au préalable, il a déjà bien validé en dev que tout fonctionne. Donc, au niveau CI/CD, CircleCI build lui-même avec des conteneurs Docker qu'on a buildés sur CircleCI. Pour ce qui est de la partie data engineering, on bosse en Scala Spark, et donc on build une sorte de FATJAR qui va contenir tous nos différents jobs ENR, qui seront donc poussés sur S3 avec une cron tab associée à tous nos différents jobs et déployés ensuite automatiquement en prod avec CircleCI. Donc un pipeline CircleCI ressemble à ça, grosso modo. Vous finissez un workflow, build, deploy si vous êtes en dev, si vous êtes sur une branche master. Et en gros, il y a un build deploy, vous avez attribué les bons droits à CircleCI et après il est autonome pour arriver à lancer vos builds. Il utilise donc une image Docker qui est générée par nos soins et qui est disponible sur Amazon ECR, qui est le repository d'images Docker. Donc, sur notre data lake ensuite, alors c'est un feu d'artifice, il y a plein de différents domaines. Donc un domaine en gros est une base de données. ImoBC par exemple ici est une base de données qui est constituée de plein de différentes tables. On n'est pas encore totalement en temps réel, on scoop tous les soirs toutes les différentes bases de données de Sologer pour pouvoir après y travailler, pour que les data engineers puissent bosser dessus, ainsi que les data scientists. Donc scooper, ça veut dire copier telle quelle une base de données et la mettre à disposition sur un bucket S3. Et c'est fait tout. Et le temps réel arrive normalement d'ici fin 2019 au sein de Sologer. Donc on aura quelques habitudes à changer. Ici, c'est un data scientist. Lui aussi a un petit key dédié qu'on a créé qui lui permet de démarrer des machines EC2 en spot,
qui lui permet de se connecter en SSH, de lancer un Jupyter qui est déjà directement intégré sur Amazon. Donc une fois qu'il a créé son instance, il peut builder son package Python principalement, qui est sur GitHub, il peut le pousser sur sa machine, faire des expérimentations sur Jupyter, mettre à disposition sur S3 son modèle qu'il a généré à l'intention des data engineers qui pourront peut-être l'exposer dans un web service. Et donc pour cette couche d'exposition web service, on utilise ECS. Et donc ECS, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un orchestrateur de conteneurs Docker. Donc un cluster ECS est constitué d'instances EC2, et un cluster ECS est constitué de différents services qui vont faire tourner différentes tâches. Toutes nos applications qui sont livrées sur ECS envoient des logs et des métriques sur Datadog. Et à l'époque, on poussait toutes nos access logs sur CloudWatch, mais maintenant on utilise aussi Datadog pour faire les access logs. Et donc si on zoome après sur un service ECS, donc un service ECS est constitué de différentes tâches, et une tâche en gros c'est un compteur Docker, qui est censé contenir un seul thread principal qui est normalement constitué. Et le côté sympa avec ECS est qu'on peut attribuer donc des rôles et des policy IAM à une tâche, dire que cette tâche a le droit de taper telle ou telle base ou tel Docker, et assez simplement, ce qui fait que les data engineers peuvent créer des nouvelles stacks assez simplement sans passer par des ops, vu qu'on fournit tout un set de templates clés en main qui font qu'un web service se fait en 2-3 minutes sans avoir nécessité une intervention humaine. Donc d'un point de vue CI, le déploiement est le même que pour builder un FatJar Spark, sauf que ici, on va partir d'une image Docker, comme pour le build d'un FatJar Spark. On va récupérer un outillage sur S3 qui va nous permettre de builder des images EMR et de pouvoir les déployer sur ECS. On va exécuter les tests unitaires de notre conteneur, on va le builder, on va le déployer sur ECR, donc qui est le repository d'images Docker. Potentiellement déployer une lib de ce projet sur Nexus, peut-être si c'est utile, et après le déployer en dev et en prod en utilisant CloudFormation pour dire cette image ECR que je viens de publier, je souhaite en faire un service ECS et qui contiendrait telle ou telle tâche sur tel ou tel port avec telle ou telle mémoire, et tout ça est fait automatiquement avec le CloudFormation de base fourni par Amazon. Donc ce qui fait que si on fait une vidéo en accéléré, ça c'est Circle CI, ce qu'il fait c'est qu'il crée un package de l'application, il récupère le script de build qui va builder l'image Docker, ça va ensuite la pousser sur ECR, rapidement, une petite image Docker qui est en train de se former, et la stack CloudFormation se construit. Une fois que c'est vert, on aura instantanément un service qui sera disponible avec un health check. En fait, quand on crée la stack ECS sous le tapis, on crée les entrées route 53 qui permettront d'y accéder. Et c'est en fait notre façon de construire des applications web service ou n'importe quel type de conteneur. En fait, pas forcément un web service, ça pourrait être une application web standard. On fait ça comme ça avec ce package. Donc notre premier projet livré sur Amazon était ce projet d'estimation de prix des logements. Et c'était un mix de tout ce que je vous ai présenté juste avant. Un data scientist a créé un modèle d'estimation de prix basé sur des données qui étaient disponibles sur le data lake, qui ont été constituées par des data engineers à leur attention. Ce data scientist a construit un modèle qu'il a sauvegardé sur un bucket qu'on appelle runtime, son petit nom de code. On l'a testé en dev. À chaque fois qu'on déploie un nouveau modèle sur notre bucket de runtime, on a un clic qui demande au data scientist « Est-ce que tu souhaites publier ce modèle sur le web service ?» S'il répond oui, ça va le publier, il pourra faire ses tests, et il pourra ensuite le promouvoir sur le bucket de prod, qui va donc aussi trigger automatiquement un déploiement de ce modèle sur le web service de prod. Et ce qui arrive quand un utilisateur va sur le site de Se Loger et demande à estimer son appartement, c'est qu'il va sur le site Se Loger, qui est toujours donc dans l'ancien data center à Paris,
Et on a autorisé le data center se loger, à se connecter à notre cluster ECS. Et le cluster ECS héberge nos applications Docker. À chaque fois qu'une estimation est faite, on pousse dans CloudWatch les feedbacks utilisateurs pour savoir ce qu'on leur a, l'estimation qu'on a faite, pour pouvoir après la reprendre en compte dans nos feedbacks utilisateurs. Et on utilise donc aussi Datadog pour faire les métriques et suivre l'état de santé de nos applis. Donc, pour conclure, donc on a commencé à mettre pas mal de services sur Amazon. On a eu une facture qui a grossi progressivement tout au long des mois. Les principaux coûts étaient notamment liés à Redshift. Si on le fait scaler, on n'avait pas encore beaucoup de choses à mettre dessus, mais on avait fait un petit cluster de 5 instances qui a rapidement coûté, donc, disons, je n'ai plus les prix en tête, mais un bon de $2000. Et on a essayé d'adopter direct la stratégie en fait, on voulait mettre tout l'historique d'une certaine taille qui était vraiment énorme sur les 5 dernières années. Et ce n'était pas très pertinent, car il fallait vraiment mettre plein d'instances sur ce cluster Redshift pour des données qui seront peu fréquemment accédées. Donc on s'est dit, activons Spectrum. Spectrum est un module de Redshift qui permet de requêter le data lake. Et on a pu vraiment réduire au maximum Redshift, et ce qui fait que ce n'est plus un coût important dans notre facture. On a un problème cependant avec Elasticsearch. L'Elasticsearch Manager coûte un bras, et on doit travailler dessus prochainement. Ça représente 50% de notre facture, alors qu'on fait attention, ça va très vite. Et dans les dernières improvements, dans les dernières améliorations qu'on a fait, donc c'est des petits détails, mais on utilise vraiment Datadog pour gérer tous nos access logs. Ça nous donne vraiment une belle visibilité sur l'état de santé de nos applis. On utilise Spring Boot pour toute la partie web service. C'est le choix sans risque, mais vu que c'est un framework mature, et on est parti là-dessus, on est assez content. On commence à faire du SQS et du SNS, en gros de générer des événements. Par exemple, quand un modèle de machine learning vient d'être publié, on trigger des événements à travers SNS pour être notifié dans nos applications. On a un nouveau pipeline de machine learning qui sera présenté tout à l'heure par Victor. Dans les tâches à faire, on a un poste de coût important qui est le data lake, vu qu'on stocke depuis 9 mois des données sans vraiment les nettoyer. On doit mettre une stratégie de déploiement, de nettoyage sur ces données. Toute notre équipe BI n'est pas encore entièrement passée sur Amazon, et on doit trouver la bonne solution de data warehousing pour qu'ils puissent bosser au quotidien, enfin, passer d'une solution 100% SQL Server avec des habitudes bien ancrées avec des nouvelles stratégies Amazon. Ce que je vous ai présenté donc avec CircleCI a des petits défauts, notamment au niveau de la politique de stratégie IAM entre la CI et AWS, des petits trous de sécurité qu'on doit corriger. Et il y a un éternel débat depuis un bon trimestre, c'est ECS ou OKS, et la discussion est en cours. Donc voilà. Bon, c'est un rapide historique. Merci beaucoup.